Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette présentation. Alors, je vais tout d'abord me présenter. Et je vous demanderai si c'est possible, parce que c'est beaucoup plus agréable, si vous voulez bien activer vos caméras. Comme ça, j'aime bien voir les visages plutôt que des noms. C'est plus sympathique. Et en même temps, je peux voir vos réactions et ajuster ma présentation en conséquence. Alors, donc, je suis Yves Leblond, je suis un statisticien de formation et j'ai travaillé pendant plusieurs années dans différentes entreprises comme analyste de données. Et présentement, je suis enseignant au HEC comme chargé de cours et également, je suis consultant interne chez Synapse. Alors, c'est ça pour moi. Peut-être, Patrick, tu te présentes aussi. Oui. Bonjour tout le monde, Patrick Joly. Je suis le directeur général de la BTLF. C'est quoi ça, la BTLF? C'est la Société de gestion de la Banque de titres de langue française. Je vais revenir avec un peu plus de détails tantôt. Je suis DG à la BTLF depuis 3 ans. Je suis économiste de formation et j'ai travaillé en technologie la majeure partie de ma carrière. Donc, et voilà. À toi, Yves. Alors, donc, nous allons débuter. Je dois vous dire que je ne sais pas trop où vous en êtes par rapport aux notions de tableau de bord. Alors, peut-être, pour commencer, juste lever la main virtuelle, ceux qui utilisent présentement des tableaux de bord, juste pour que j'ai une idée, êtes-vous de votre avancement. Je ne vois aucune main se lever. Donc, dois-je en conclure? Oh, je vois Madame Saint-Denis, vous levez la main? Non, 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 non. OK. Alors, c'est très peu. Donc, je présume que vous êtes un peu néophyte dans le domaine des tableaux de bord. Alors, c'est excellent comme ça parce que c'est un peu ce que j'avais préparé aujourd'hui pour vous parler. Alors, la présentation va se dérouler en 2 temps. Donc, la première partie, c'est moi pendant 20 minutes ou environ, où je vais vous introduire à ce que c'est un tableau de bord, à quoi ça sert, quelles sont les conditions, les bonnes pratiques pour appliquer un tableau de bord. Et bon, c'est juste pour aiguiser votre curiosité, en fait, et vous montrer que, dans le fond, dans le domaine des données, le tableau de bord est un outil extrêmement important et utile. Alors, c'est ce que je vais dont je vais vous parler en première partie. Et dans la deuxième partie, bien, Patrick va vous présenter un vrai tableau de bord. Moi, je vous présente juste des faux tableaux de bord, pas des vrais. Alors, et non, c'est une blague, mais je vais vous présenter comment on fait pour faire des tableaux de bord. Alors, allons-y. Alors, c'est pourquoi on aurait un tableau de bord? Pourquoi dans votre organisation, dans votre organisme culturel, pourquoi vous vous doteriez d'un tableau de bord? Bien, il y a plusieurs avantages, mais le principal, c'est comme l'idée, c'est de prendre le pouls de la santé de l'organisme pour lequel vous travaillez. Alors, regardez comment ça va. Ça va-tu bien, ça va-tu mal? Alors, pour ça, bien, ce qu'on fait, c'est qu'on peut regarder plusieurs choses. Je vous énumère quelques éléments qui font partie courant des tableaux de bord. Alors, les tableaux de bord peuvent être plus ou moins étoffés. Moi, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment comme on part avec un petit tableau de bord, quelque chose de très simple. C'est plus pour vous montrer, dans le fond, quels sont les avantages d'avoir un tableau de bord. Alors, ce qu'on veut faire, c'est suivre l'évolution des ventes, hein, parce qu'on est assez tributaire, peut-être pas la majorité d'entre eux, peut-être pas tout le monde, mais on est assez tributaire des ventes, hein, des chiffres d'affaires. Ça, c'est un incontournable. Donc, il est intéressant d'être capable de suivre de façon temporelle les ventes, les recettes donc, de votre organisme. Alors, ce qu'on veut voir, c'est faire des comparaisons temporelles. Donc, un tableau de bord, ça, c'est un premier élément, c'est que ça permet de voir dans le temps ce qui se passe. Donc, on peut se comparer, par exemple, à l'année dernière ou au même trimestre de l'année dernière. Et on peut regarder également des tendances, comment ça évolue dans le temps, plutôt que d'avoir une vision statique, c'est-à-dire aujourd'hui.
on regarde l'évolution. Alors ça, c'est extrêmement intéressant d'être capable de faire ça. Également, vous avez des produits. Ce que j'appelle des produits ici, c'est de façon générale, c'est ce que vous vendez. Dans le fond, dans le monde de la culture, c'est souvent des spectacles ou des événements, ou des festivals ou des trucs comme ça. Donc, ce qu'on veut savoir, c'est avoir une mesure de la performance de ces différents éléments-là. Aussi, un autre élément important, c'est votre clientèle. Avoir un portrait de la clientèle. Ça peut être soit peut-être vous avez déjà une segmentation de fait, donc suivre vos segments dans le temps, comment ils évoluent, ou si vous n'avez pas de segment comme tel, bien, c'est la composition de votre clientèle, de savoir combien vous avez acquis de nouveaux clients dans la dernière année, combien vous en avez retenu, combien qui sont partis, quelle est la provenance de ces clients-là également, géographiquement, la plupart du temps. Donc, c'est un autre élément qui peut être intéressant d'avoir dans un tableau de bord. Aussi, bon, je vous dirais que ces trois éléments-là sont ceux que je vais représenter ici et qui vont être un peu ceux qui vont être couverts par Patrick. Mais essentiellement, si on commence un tableau de bord avec ça, dans des entreprises de plus grande envergure, on peut avoir beaucoup plus d'autres choses. On peut avoir des tableaux de bord par rapport aux ressources humaines de l'entreprise. Mais pour des organismes culturels comme les vôtres, disons que ces trois éléments-là, les ventes, les clients et les produits, sont en fait trois composantes pour lesquelles ce serait intéressant de construire un tableau de bord. On peut aussi, à la limite, avoir des portraits des actions marketing. Hein. Vous avez plusieurs actions marketing probablement que vous faites, des promotions, des infolettres. Alors, combien on a envoyé, à qui? Alors, avoir une espèce de résumé de ça et toujours en faisant des comparaisons temporelles pour suivre l'évolution. Également, ce qui est très important souvent dans les tableaux de bord qu'on a, c'est les états financiers. Hein. Alors, c'est quoi les revenus, c'est quoi les coûts, comment ça va, et de regarder ce qui se passe concrètement versus peut-être des objectifs budgétaires que vous vous êtes fixés. Donc, d'avoir une espèce de thermomètre où on est rendu par rapport aux objectifs dans le réel, dans le concret. Alors, tout ça, ça sert à quoi? Bien, ça sert essentiellement à, si on persiste dans la métaphore médicale, je parlais de prendre le pouls de la santé de l'organisme, mais c'est aussi, ça permet de faire des diagnostics. Donc, de regarder dans le tableau de bord, c'est visuel. Un tableau de bord, on va le voir, se doit d'être visuel. C'est être capable de porter des diagnostics. Donc, d'être capable de dire, ah, là, ça ne va pas bien, on ne rencontre pas nos objectifs. C'est dû à quoi? Bien, c'est peut-être avec tel type, telle catégorie de spectacle, ça va moins bien, etc. Donc, d'avoir quelque chose, un élément visuel qui nous permet de voir rapidement comment on se situe par rapport à la santé. Et si, effectivement, on s'aperçoit qu'il y a, suite au diagnostic, qu'il y a certains problèmes, bien, on prescrire en cas de besoin. Hein, c'est-à-dire qu'on va prendre des actions. Donc, le tableau de bord peut être très utile pour ça. Alors, c'est quoi les conditions nécessaires à la réalisation d'un tableau de bord? Un tableau de bord, ça ne s'improvise pas sur le bord d'une table. On peut le faire, mais vous allez voir que pour qu'on profite au maximum d'un tableau de bord, il faut avant tout avoir des données propres. Qu'est-ce qu'on veut dire pour des données propres? Bien, des ensembles de données qui sont sans erreur, sans doublon, sans de données qui n'ont pas rapport, qu'il y ait une uniformisation au niveau des données. Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle avoir des données propres et aussi qu'elles puissent provenir de sources de données différentes, mais qu'on peut joindre ensemble pour permettre dans le tableau de bord, parce qu'un tableau de bord, essentiellement, va aller s'alimenter d'une source de données, hein, d'une base de données. Alors, cette base de données-là, elle doit être, comme je l'ai mentionné, elle doit être propre, mais aussi elle doit contenir toute l'information qu'on veut représenter dans le tableau de bord. C'est beaucoup plus simple comme ça. Aussi, donc, ces données-là, bien, il faut être capable de les mettre à jour de façon automatique, parce qu'un tableau de bord, en général, est produit de façon régulière, à tous les mois, à toutes les semaines. Bon, ça dépend des entreprises. Donc, à une certaine fréquence, on produit les tableaux de bord et nécessairement, il faut que ce soit, on puisse le produire rapidement, parce que si ça prend un temps énorme, bien, il n'y a pas tellement d'utilité. Donc, il y a tout un travail en amont, naturellement, quand on crée un tableau de bord,
pour s'assurer que les données qui vont venir alimenter pourront être mises à jour automatiquement. Et l'autre, la grande question, c'est qu'est-ce qu'on met dans un tableau de bord? Alors, j'ai parlé des sujets, mais quels sont les indicateurs clés de performance, ce qu'on appelle en anglais les KPI. Alors, en français, c'est plutôt les indicateurs clés de performance. Donc, c'est quoi qu'on met là-dedans? Alors, ça, c'est important aussi de savoir que ce qu'on va mettre là va être vraiment utile. Donc, il y a tout un travail préparatoire à faire un tableau de bord qui consiste à se questionner dans l'organisation sur qu'est-ce qu'on devrait mettre dans ce tableau de bord-là. Et ça, il faut qu'il y ait tout le monde de l'organisation qui participe à cette discussion-là et qui dise, bien, voici ce qu'on nous, on pense en tant qu'organisation qui serait intéressant d'avoir comme indicateur. Et un tableau de bord se doit d'être visuel aussi. Hein? Alors, forcément, il faut un logiciel, règle générale, il y en a plusieurs qui existent, qui permettent une bonne visualisation des données. Excel, à la limite, pourrait être utilisé pour faire un tableau de bord, bien sûr, mais il y a d'autres outils plus avancés comme Power BI ou Tableau qui permettent de faire des tableaux de bord qui sont conviviales, faciles à faire, à mettre à jour et qui donnent une très bonne visualisation. Alors, comme j'ai compris que vous étiez plutôt des novices au niveau des tableaux de bord, bien, il ne faut pas essayer de tout faire au début dans un tableau de bord. Hein. Il faut commencer par un tableau de bord, on peut en faire plusieurs. Règle générale, dans une entreprise, il y a plusieurs tableaux de bord qui, mis ensemble, constituent une histoire. Alors, vous, peut-être, dans votre cas, au lieu d'écrire tout le livre en partant, ce serait mieux de commencer avec un premier chapitre. Donc, qu'est-ce qui est le plus important pour vous à suivre dans votre organisme? Donc, il y a une réflexion à faire par rapport à ça, mais il faut y aller de façon agile, pas par pas. C'est préférable. Les meilleures pratiques d'un tableau de bord. Alors, un tableau de bord, ben, on vient de le mentionner, il faut choisir des mesures qui comptent, hein, qui sont indicatrices de ce qui nous intéresse, de ce qu'on veut suivre. Pas des trucs détaillés qui n'ont pas nécessairement une valeur au niveau des prises de décision qu'on peut avoir. La clarté, ça, c'est un élément. Moi, j'ai vu beaucoup de tableaux de bord. J'enseigne en fait au HEC la science des données à des étudiants au MBA au MBA et je leur demande de faire un exercice de tableau de bord. Alors, ce qu'on s'aperçoit, un des défauts majeurs souvent de leur tableau de bord, c'est que ce n'est pas clair. C'est un paquet de chiffres, un paquet de graphiques, mais ce n'est pas clair. Donc, c'est important qu'un tableau de bord ait une clarté, qu'on voit tout de suite ce qui se passe le plus possible. Aussi, ce qu'on va avoir dans un tableau de bord, c'est de l'interactivité. Être capable dans le tableau de bord, si quelqu'un vous demande, ben là, vous comparez les ventes au trimestre de 2019 avec 2018, c'est possible de voir 2019 versus 2017. Il faut être en mesure dans le tableau de bord, avec des filtres, des activations, d'être capable de présenter ça. Donc, autrement dit, on puisse être le plus versatile possible au niveau de la présentation des résultats. Bon, tenir à jour les données, on en a parlé. Et aussi, il faut que ce soit un tableau de bord, soit dans un outil qui est facilement partageable avec les gens de l'entreprise, hein, et qui doit être facile à utiliser. Donc, pas quelque chose qui demande un cours d'informatique, mais quelque chose de très simple, très convivial. Alors ça, c'est en général ce qu'on va rechercher d'un tableau de bord. Et je vous montre ici, juste à titre d'exemple, peut-être certains d'entre vous ont participé à la formation que Synapsé a donnée aux gens du partenariat du quartier des spectacles il y a quelques semaines. Et j'avais donné une formation sur les indicateurs intelligents. Donc, dans le fond, sur qu'est-ce qu'on doit mettre dans un tableau de bord. On avait demandé aux gens, dans un atelier, donc des gens comme vous, qui travaillent dans le monde de la culture, on avait demandé, mais vous, qu'est-ce que vous voudriez voir dans un tableau de bord? Enfin, on n'a pas dit tableau de bord, on a dit un indicateur. Les indicateurs, c'est ce qu'on retrouve dans un tableau de bord. Alors, je vous nomme ici, en fait, je vous montre à l'écran les différents éléments qui sont ressortis de ces ateliers-là. En fait, c'est 3 formations qui ont été données. Et vous voyez ce que les gens disent, c'est toutes des choses intéressantes.
donc qui concerne les clients. J'ai combien de clients? Comment ça a évolué mon nombre de clients? Est-ce que c'est en augmentation? Est-ce que ça varie selon les mois de l'année, les trimestres de l'année, etc.? Est-ce que je peux savoir combien de spectacles ou d'événements se sont produits aussi? Est-ce que mes clients, tout ce qui est en rapport avec l'acquisition, la rétention, la répartition géographique des ventes selon les codes, selon le RTA, les 3 premiers chiffres du code postal. Bon, alors je ne les énumère pas tous, là, mais vous voyez ici, c'est des éléments que des gens comme vous ont proposés et qui pourraient faire partie de votre propre liste d'éléments, mais par la suite, il faut bien sûr être en mesure de dire, bien, de tout ça, qu'est-ce qu'on va garder, en fond. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques. Hein? Je vous invite à commenter ou à questionner s'il y a quelque chose qui vous turlupine ou non, ça va bien. Excellent. Alors, ça, ce sont ces éléments-là qui peuvent apparaître. Alors, là, je vous présente ici, on va regarder un tableau de bord qui n'est pas un bon tableau de bord, mais que souvent on a tendance à faire au début. Okay? Alors, ce que vous regardez ici, c'est en fait, j'ai créé un tableau de bord, un tableau, c'est pas de bord, c'est juste un tableau ici, où j'ai voulu justement, à partir des données de billetterie, des données des produits d'un organisme qui a plusieurs salles de spectacle. Donc, par exemple, ici, on voit 2 salles de spectacle. On a les catégories de spectacles qui ont lieu dans la salle 1, la salle 2. On a les ventes en 2019 versus 2018. Alors, vous voyez, c'est un paquet de chiffres qui sont là. Et ensuite, on a toutes sortes d'informations complémentaires qui permettent d'une certaine façon de décortiquer les ventes. Hein. Les ventes, elles sont, si on regarde le total général, j'ai 5 739 000 en 2019, puis j'ai 4 971 000 en 2018. Bon, bien, première question à se poser, c'est quoi la différence en pourcentage? C'est bien beau ces chiffres-là, mais ça ne me dit pas on est en avance de combien, on est en retard de combien. Donc, ces données-là, elles sont bonnes comme information, mais elles sont mal présentées parce qu'on ne voit pas grand-chose. Hein. C'est difficile de faire des constats avec ça, malgré que les mesures qui sont présentées sont intéressantes. De regarder le nombre d'événements qu'on a créés en 2019 versus 2018, par catégorie, par salle, le nombre moyen de billets vendus par événement, on a ça également, le prix moyen des billets pour chaque événement. Et on a aussi le taux d'occupation des salles. Alors, vous voyez, ça, c'est toutes des informations qui sont extrêmement intéressantes, mais qui seraient malvenues dans un tableau de bord. Alors, malvenues parce qu'on ne peut pas faire de constat rapide. Alors, je vous montre le même tableau, mais avec visualisation. Donc, on va prendre la même chose, mais avec visualisation. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va se transporter dans mon logiciel. Alors, est-ce que tout le monde voit bien l'écran? Oui. Alors, vous voyez, c'est exactement les mêmes données, sauf qu'elles sont rendues visuelles. Parce que maintenant, on peut comparer très rapidement. On voit tout de suite que Humour, c'est là où j'ai le plus de ventes. Hein, c'est très clair. Surtout en 2019, ça se démarque complètement de 2018 dans le domaine de l'humour. On a exactement les mêmes variables, les ventes, nombre de spectacles, nombre de billets vendus par spectacle, etc. Et puis, on a aussi le total qui est donné. Donc, ça permet de comparer comment se comporte une catégorie par rapport au total. Et ce qu'on voit, bien, vous voyez un pourcentage ici en bas. Au total, on a 14 % d'augmentation des ventes. Comment s'explique ce 14 %-là? C'est-tu parce que j'ai fait plus de spectacles? C'est-tu parce que j'ai vendu plus de billets par spectacle? Ou est-ce que c'est parce que mes prix des billets sont plus élevés? Alors, dans un tableau de bord, ça peut être très utile d'être capable de décortiquer les données. Hein? C'est ce qu'on vise souvent à faire, c'est d'expliquer, dans le fond, que mon 14 %, vous voyez,
ce n'est pas dû à une augmentation du nombre de spectacles, parce que mon nombre de spectacles a baissé de 3 %, mais le nombre de billets vendus par spectacle lui a augmenté de 7 et le prix moyen de 9 %. Alors, si on fait un calcul, grosso modo, 9 plus 7, 16, moins 3, 13, on retrouve à peu près notre augmentation de 14 %. On ne peut pas faire cette addition-là parce que c'est des ratios, mais on voit quand même assez rapidement qu'est-ce qui se passe. Alors ça, c'est un élément dont je vous ai parlé, que ça soit visuel. L'autre élément qui est extrêmement intéressant, c'est d'être capable d'être interactif. Alors, vous voyez ici, j'ai des filtres qui sont dans mon tableau de bord qui permettent de changer les données comme je le veux. Okay? Donc, ici, ce qu'on a, c'est pour le trimestre 4. Vous voyez en bas, c'est pas super clair, mais c'est le trimestre T4 dans la salle 1 et 2. Mais si je voulais avoir exactement les mêmes informations, mais pour le trimestre 2, par exemple. Okay? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici trimestre 2 et vous voyez, toutes les données s'ajustent automatiquement. Alors, c'est ce que je vais entendre par un tableau de bord interactif, qu'on peut facilement modifier les éléments d'information qui sont là selon notre convenance. Alors, bien sûr, ici, ce n'est pas le tableau de bord qu'il faut faire, c'est juste un exemple que je vous donne et qui pourrait être reproduisible. Si vous commenciez par quelque chose de similaire à ça dans votre entreprise, bien, ce serait déjà un bon départ. Bien sûr, il y a derrière ça une base de données. Hein. Je répète ça parce que c'est extrêmement important. Si on n'a pas de bonnes données en arrière, des données propres, des données bien organisées, ben, c'est difficile de produire quelque chose de qualité comme ça. Okay? Alors, on pourrait donc s'amuser, comme je mentionne, ici, on pourrait changer les salles aussi. Si je veux regarder juste la salle numéro 2, bon, ça n'a pas l'air de marcher. Bon. Ah, le voilà. OK. Alors, si j'ai juste la salle numéro 2, vous voyez, j'ai le titre aussi qui s'ajuste en même temps. Salle 2 pour le trimestre 2. Donc, c'est ça que je parle par un élément d'interactivité entre les différents éléments qui pourraient nous intéresser. Alors, bien sûr, on peut aussi, dans les tableaux de bord, souvent, ce qu'on retrouve, c'est des courbes dans le temps, hein, de regarder par mois une courbe des ventes en 2019 versus 2018, puis être capable de regarder ça pour différents produits, différents types de spectacles ou pour différents artistes, ou etc. Donc, essentiellement, c'est un peu ce que je voulais vous présenter, un bref aperçu. 20 minutes, c'est très court. Hein? Alors, j'espère que ça vous a mis l'eau à la bouche. Et pour poursuivre, nous avons M. Patrick Joly qui, lui, va vous présenter un vrai tableau. Pour de vrai, dans le monde de la culture, dans le monde du livre. Alors, vous allez voir qu'est-ce que ça donne concrètement, un tableau de bord. Alors, je vais, à moins qu'il y ait des questions, des commentaires ou autres. Non? Alors, je vais passer la parole à M. Joly, qui va vous faire la présentation du tableau de bord produit par la BTLF. Merci Yves. Bon, je vais partager mon écran à mon tour. Je pense que tu dois... Il faut que j'arrête le mien. Oui? Ouais. OK. Ça y est, je suis déconnecté. OK. Bon. Est-ce que vous devriez voir l'écran en ce moment? Bon. Donc, OK. Juste rapidement, moi, vous mettre en contexte, c'est quoi la BTLF? C'est la Société de gestion de la Banque de titres de langue française. On est une organisation qui est au service des professionnels de la chaîne du livre depuis 25 ans. En 2021, on fête justement notre 25e année. La BTLF est un leader, comme on dit, dans l'implantation des normes internationales pour le livre francophone. C'est-à-dire, il y a des normes internationales où on collecte beaucoup de métadonnées
pour les différents, pour les titres, pour les livres et tout. Donc, il y a des normes internationales qui existent pour faciliter les échanges d'informations et on travaille justement avec les différents intervenants de la chaîne, dont les éditeurs, les distributeurs, ainsi de suite, à adopter ces standards-là. Et la BTLF, comme on dit, possède une position privilégiée. On est vraiment au cœur de la chaîne où on travaille la chaîne du livre, un lieu où les intérêts de tous les intervenants convergent. Donc, on est vraiment au centre de la chaîne du livre entre les différents types d'acteurs. C'est quoi la mission de la BTLF? La mission de la BTLF se décline en trois points, trois volets. Premièrement, c'est de contribuer, comme on dit, à l'amélioration de la commercialisation des produits de l'édition en langue française au Canada et au Québec. Donc, favoriser la commercialisation de tous les titres francophones, à la fois québécois, étrangers. Quand on dit étrangers, on s'entend que c'est principalement français au Québec. C'est aussi, deuxièmement, de favoriser et d'encourager la promotion et la commercialisation des produits d'édition canadienne et québécoise de langue française à l'étranger. Donc, aider nos éditeurs locaux à vendre à l'étranger. Et finalement, c'est d'encourager, de favoriser, comme on dit, la communication et la collaboration entre les éditeurs, les libraires, les distributeurs, les bibliothécaires et les autres participants de la chaîne du livre. Donc, on est vraiment situé au centre de la chaîne et on facilite justement cette collaboration-là entre les différents agents. Juste rapidement, c'est quoi les principaux services ou produits de la BTLF? La BTLF, bon, on a deux produits. Gaspard, qui est celui dont je vais parler plus aujourd'hui. C'est quoi Gaspard? Gaspard, c'est un système d'information en temps réel sur les ventes de livres en langue française au Québec. Donc, vraiment, c'est un outil de gestion commerciale, comme on dit, et d'analyse d'affaires. Donc, c'est un outil qui nous permet d'avoir une vision de l'ensemble du marché et de décrire l'ensemble du marché du livre francophone au Québec. Dans Gaspard, présentement, on collige d'informations sur à peu près 60% du marché. Donc, 60% des ventes de livres au Québec sont incluses dans Gaspard, ce qui est un échantillon pour faire de l'analyse d'affaires quand tu as 60% un échantillon de 60% d'un marché, c'est significatif, puis ça te permet de tirer des bonnes conclusions et de faire un bon suivi. Notre autre produit qui s'appelle Memento. Memento, c'est la BTLF, on reçoit les métadonnées sur les livres des éditeurs, des distributeurs pour les titres québécois et on a un partenaire français pour tous les titres français ou étrangers, comme encore une fois, un partenaire français. Donc, on prend ces deux sources de métadonnées-là ou de données-là, et on les affiche dans une interface web, dans un site web qui s'appelle Memento, qui est une source d'information pour les professionnels de la chaîne du livre, de l'approvisionnement et aussi pour les bibliothèques. C'est aussi, c'est pas juste une interface, c'est pas juste un site web pour voir les produits qui sont disponibles, c'est vraiment aussi un outil de communication entre les bibliothèques et les librairies dans le processus d'acquisition. Une bibliothèque qui veut acheter certains livres va faire des bons de commande dans Memento, va faire des paniers et va les envoyer aux libraires. Donc, c'est vraiment une façon de faciliter les échanges. Dans le cas qui nous intéresse, par contre, aujourd'hui, on va parler plus de Gaspard. Donc, en gros, Gaspard, ça fonctionne comment? OK? Yves disait c'est important d'avoir de la donnée propre, de la donnée qu'on dit qui est standardisée, mais par contre, vous le savez, dans une petite organisation, ce n'est pas facile. C'est pas facile. Souvent, ça demande du temps. Vous avez votre logiciel comptable ou votre système de gestion, mais d'être capable de sortir de l'information, des fois, ça peut être assez compliqué. C'est pour ça que Gaspard a été mis sur pied. C'est-à-dire que les intervenants de la chaîne du livre voulaient avoir une visibilité. C'est beau, chacun voit ses données, mais avoir une visibilité sur l'ensemble du marché. Donc, Gaspard a été créé pour ça, afin de pouvoir se comparer, pour que les différents intervenants, que ce soit un libraire, un éditeur, un distributeur, puissent se comparer à l'ensemble de l'industrie, faire ce qu'on appelle de l'étalonnage ou du benchmarking, comme on dit dans le jargon. Donc, comment est-ce que ça fonctionne, Gaspard? C'est qu'on reçoit, c'est des fichiers automatisés. À toutes les semaines, on reçoit des fichiers de tous les détaillants. On reçoit dans la nuit du dimanche au lundi matin, on reçoit les transactions
de la dernière semaine au jour pour chaque journée, donc l'information détaillée très granulaire. On reçoit ça pour 265 points de vente au Québec. Donc, 265 magasins, OK, qui représentent à peu près 110 entreprises. Dans ça, on reçoit à la fois de la librairie, évidemment. On reçoit les Costco, du Walmart, qu'on appelle la grande division, des coops scolaires. Donc, c'est très varié. On reçoit l'information sur les différents types de ventes. Qu'est-ce qu'on reçoit? On reçoit de l'information, comme on dit, à la base, c'est un ISBN. Pour les, je ne sais pas ceux qui sont familiers, mais un ISBN, dans la chaîne du livre, l'ISBN, c'est un identifiant unique pour un livre. Chaque livre, papier ou numérique, a son propre ISBN et c'est une clé qui permet de retrouver l'information. Donc, on reçoit évidemment l'ISBN qui a été, où il y a eu une transaction. On reçoit la quantité pour les ventes en quantité et en dollars. Donc, la quantité vendue et en dollars, ce que ça représente, ça nous permet d'être capable de calculer des prix moyens. Okay? C'est de l'information utile pour ça. Et on reçoit aussi les inventaires. Pour chaque point de vente, on reçoit les stocks qu'ils ont en inventaire et ça va être utile pour certains intervenants de la chaîne. Donc, on reçoit toute cette information-là dans la nuit du dimanche au lundi. Le lundi matin, on a des personnes à l'interne qui traitent la donnée. Comme Yves disait, il faut éviter qu'il y ait des doublons, il faut qu'il y ait des fichiers corrompus, des mauvaises données. Donc, on a une équipe de deux personnes qui regardent les fichiers, qui les reçoivent, qui les traitent. Et le mercredi matin, ces données-là sont disponibles dans le site Gaspard. Gaspard Livre, qui est finalement une interface web où les utilisateurs, les abonnés peuvent aller se loguer et chercher de l'information sur les ventes. Vous allez voir, je vais vous montrer un peu plus de détails. Qu'est-ce qu'on peut voir dans Gaspard? Évidemment, les ventes agrégées, anonymes. C'est sûr qu'un détaillant, un libraire ne peut pas voir les chiffres de vente d'un autre libraire, là, évidemment, c'est une question de confidentialité. Mais par contre, va voir ses ventes à lui et les ventes de l'ensemble du marché. Donc, il va pouvoir se comparer. Et il va voir les ventes ventilées en différentes catégories. Pour une librairie, disons, être capable de voir dans les catégories, c'est-tu de la littérature, du livre pratique, de la jeunesse, de la bande dessinée, de l'ésotérisme. En tout cas, il y a 22 catégories et on a 130 sous-catégories, ce qui permet de faire des analyses assez fines sur les données de vente. Donc, comme je disais, évidemment, l'abonné voit à la fois ses ventes à lui et les ventes du marché. Aussi, on est capable de générer des palmarès. Donc, évidemment, comme on corrige l'information sur toutes les ventes, on est capable de voir les meilleures ventes, les 100 meilleures ventes, 200 meilleures ventes à toutes les semaines, ou bien le faire sur une base mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle. L'utilisateur de Gaspard peut aller sur le site et faire, on dit de l'interactivité, comme il disait. Chaque utilisateur peut aller sélectionner exactement l'information qu'ils veulent et bien la découper comme on veut là, selon ses besoins. Et aussi, des tableaux de bord synthétiques, je vais y revenir, je vais vous présenter des tableaux de bord qu'on génère pour les utilisateurs directement. Donc, c'est ça. Le Gaspard, la façon que ça fonctionne, c'est les détaillants qui nous fournissent des données de vente ont accès gratuitement à Gaspard. C'est un peu comme du troc. Tu nous donnes tes données et on donne accès à l'outil. Et par contre, les autres, que ce soit des éditeurs, les distributeurs, les diffuseurs dans la chaîne du livre, paient un abonnement à Gaspard pour y accéder. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on part vraiment des données brutes à la caisse des différents intervenants ou des différents détaillants. On agrège tout ça pour avoir une vision globale sur l'ensemble de l'industrie. Donc, ça donne une vision sur l'ensemble du marché. Justement, il y a différents utilisateurs et quand on dit que c'est un outil qui est interactif, c'est pas, chaque utilisateur ne veut pas voir la même information. Okay? Donc, si je suis un éditeur, je veux peut-être voir l'information présentée différemment que si je suis un libraire. Okay? Donc, à travers l'interface Gaspard, chaque utilisateur peut configurer son tableau de bord, si on veut, ou faire des recherches spécifiquement selon ses besoins du moment, et peut générer là, des tableaux de bord qui se mettent à jour automatiquement. Donc, comme vous voyez ici, les utilisateurs de Gaspard, il y a 14% qui sont des détaillants, principalement des libraires. Les diffuseurs, c'est ceux qui font la promotion des produits, la promotion des titres.
Il y a le distributeur. Le distributeur, c'est celui, évidemment, qui distribue, là, qui fait des boîtes, qui les envoie, et ainsi de suite. Et 45% des utilisateurs de Gaspard, c'est les éditeurs comme tels. Donc, de voir ce qui se publie, ce qui se vend par rapport à ce que nous, on fait. Bon, un tableau de bord. Il y a différents utilisateurs. Depuis 4-5 ans, on génère des tableaux de bord automatiquement. Évidemment, vous travaillez tous souvent dans des plus petites organisations. C'est compliqué, ça demande du temps de générer des tableaux de bord, d'avoir de l'information. Donc, nos abonnés nous ont dit, écoutez, BTLF, pouvez-vous nous préparer des tableaux de bord déjà faits, qu'on va recevoir sur une base mensuelle. Ils peuvent le faire eux-mêmes et les ajuster en fonction de leurs besoins, mais on envoie quand même à l'ensemble de nos abonnés des tableaux de bord une fois par mois pour leur permettre de se comparer au marché. Donc ça, c'est le premier qu'on envoie. Évidemment, il y en a un autre que je vais vous présenter après, mais comme je vous disais, ce n'est pas tout le monde qui veut voir la même information et de la même façon. Ça, c'est le tableau de bord typiquement utilisé par un libraire. Encore une fois, quand je dis, vous voyez, bon, il y a les catégories. Quand je vous disais les 22 catégories, c'est les 22 catégories de titres qui sont là. Il y a une colonne en brun, jaune qui est l'abonné. Ça, c'est les données de l'abonné comme tel, ses propres chiffres. Il nous a fourni les chiffres et à travers son abonnement, on lui renvoie de façon structurée ces données. Et il peut se comparer à l'industrie qui est la colonne en bleu. Évidemment, comme Yves disait, une gang de 4 colonnes de chiffres, ce n'est pas nécessairement le plus intuitif. On a aussi ajouté du côté gauche une version graphique ou un diagramme à barre là, qui permet aussi de visualiser plus rapidement les catégories qui ont eu où il y a les plus hauts pourcentages. Ce tableau-là sert à quoi? Pour un libraire, supposons un libraire généraliste, quelqu'un qui vend un peu de tout. Okay? C'est un tableau de bord qui est utile parce que lorsqu'on voit les différentes catégories, si on regarde littérature, il y a 38,9 %. Ça veut dire que pour le premier trimestre 2021, comme vous voyez ici, premier trimestre 2021, ce libraire-là, dans ses ventes, il y avait 38,9 % des titres vendus qui étaient de la littérature. Okay? 26,4 qui étaient de la jeunesse, et ainsi de suite, pour un total de 100 %. Donc, il voit la répartition de l'ensemble de ses ventes. Pour un libraire, c'est de voir est-ce que je vends les bonnes choses ou est-ce que ce que je vends est représentatif de ce qui se vend dans l'industrie. Dans l'industrie, pour le même trimestre, il y a 22,6 % de littérature qui s'est vendue. Donc, ce libraire-là, soit qu'il a fait un choix volontaire de se spécialiser un peu plus dans certains secteurs, mais sinon, c'est juste de voir, est-ce que ce mois-ci, si tu es un généraliste, est-ce que j'ai vendu plus que l'ensemble du marché? Ça aide à quoi, ça? Ça aide à, entre autres, les inventaires. Pour un libraire, être capable de dire, OK, si j'ai vendu 38,9 % de littérature, dans la chaîne du livre, en général, pour le même trimestre, il s'est vendu ici 22,6 %. Mes inventaires, est-ce que dans mes inventaires, j'ai 50 % qui c'est de la littérature? J'en ai peut-être trop. Ça lui permet de vraiment rééquilibrer. C'est des outils de gestion qui lui permettent de prendre de saines décisions de gestion sur ses inventaires, sur ses ventes et de voir ce qui se fait dans la chaîne du livre. Un des bons exemples de ça que j'utilise des fois, c'est il y a un libraire. On a commencé à faire ces tableaux de bord-là il y a à peu près 4 ans. Et il y a un libraire qui, parmi ses employés, il y avait des employés qui aimaient beaucoup, qui étaient très portés vers l'ésotérisme et les sciences occultes. Okay? Donc, c'était un segment qui les intéressait beaucoup. Donc, sur leur espace tablette dans la librairie, l'ésotérisme occupait à peu près 20 % de l'espace tablette. Okay? Mais avant d'avoir ces informations-là, la propriétaire de la librairie ne savait pas ce que c'est trop passé, ainsi de suite. Lorsqu'on a commencé à envoyer ces données-là, vous voyez, l'ésotérisme occupe à peu près 4,4 % des ventes. Donc, la propriétaire de la librairie a fait, voyons donc, j'alloue beaucoup trop d'espace à cette section-là. Donc, ça lui a permis de rééquilibrer en fonction de ce qui se vend dans l'ensemble du marché. Évidemment, dans ce cas-ci, on parle encore une fois, c'est un libraire généraliste.
Un libraire qui est spécialisé en BD, c'est sûr que ce tableau-là est moins utile. Il peut faire des tableaux plus spécifiques pour la bande dessinée. Mais pour un libraire généraliste. Donc, c'est vraiment le type d'information dans un tableau comme ça qui peut être intéressant. Si on regarde un autre, ça, c'est un tableau de bord qui est plus utilisé par un éditeur ou un distributeur ou un diffuseur. Okay? Comme dans la chaîne du livre, il y a l'éditeur qui... Bon, il y a l'auteur, mais l'éditeur produit le livre, comme on dit. Le diffuseur, c'est celui qui fait la diffusion ou le marketing, si on veut, la promotion du titre. Et le distributeur, c'est ce qu'on appelle le paquet officiel, c'est l'organisation qui distribue le livre dans les différents points de vente. Okay? Donc, c'est vraiment ça. Donc, ce tableau-là est vraiment utile pour, dans ce cas-ci, c'est un tableau qui est vraiment utile pour un distributeur, pour un éditeur. Comment lire ce tableau-là? Là, comparativement à l'autre, on compare des périodes. Donc, on regarde, c'est pour le mois de février. On peut comparer les ventes pour l'abonné ici, de 2021 par rapport à 2020. OK? Donc, qu'est-ce que ça permet de voir? Ça permet, entre autres, de dire, si je compare mes 2 années, 2021 par rapport à 2020, pour la jeunesse, j'ai eu une croissance de 86,7 % de mes ventes. Okay? Le marché, on voit que c'est 13,1 % des ventes. Okay? Donc, j'ai beaucoup mieux performé que l'ensemble du marché dans la section jeunesse. C'est une information qui est importante. Est-ce que j'ai eu certains titres jeunesse qui ont été très populaires? Cette année, après ça, l'explication derrière ça, chacun connaît son entreprise et dans ce cas-ci, l'éditeur sait les livres qu'il a édités, qu'il a produits. Donc, ça lui permet de vraiment se positionner. Bon, la littérature, un autre bon exemple, 63,3 % et l'ensemble de l'industrie, c'est 48,9 %. Donc, encore une fois, ça donne une bonne vision de où on est. Par contre, si j'ai fait de la biographie ici, j'ai eu une augmentation d'une année à l'autre, pour le mois de février, encore une fois, une augmentation de 44,1 %, alors qu'on voit dans l'ensemble de l'industrie, la chaîne du livre, il y a eu 120 % ou 119,6 % de croissance. Ah, OK. J'ai sous-performé dans cette section-là parce que j'ai eu moins de titres biographiques ou ainsi de suite. Ça permet vraiment de quantifier et de se comparer à ce qui se fait dans l'ensemble de l'industrie parce que, évidemment, chaque éditeur a ses titres et sait ce qu'il a produit, mais on ne veut pas qu'il soit, comme on dit, aveugle par rapport à ce qui se passe dans l'ensemble de la chaîne. Et c'est vraiment l'avantage de Gaspard, c'est de produire ce genre de tableau de bord-là qui permet en temps réel de voir d'une année à l'autre la croissance qu'on a eue, et ainsi de suite. Donc, ça, c'était un deuxième tableau de bord. C'est un exemple. C'est juste deux types de tableaux de bord qu'on produit, qui sont utilisés par les abonnés de Gaspard. C'est le genre de produit qu'on offre pour faciliter le traitement des données pour nos différents usagers. Donc, voilà. Ça, c'est un deuxième type de tableau de bord. Je vais arrêter le partage d'écran. Est-ce qu'il y a des... J'imagine on est prêt pour une période de questions ou... Oui, moi, je suis prêt à recevoir des questions, absolument. Moi aussi. S'il y en a, des commentaires ou peu importe. On vous écoute, pas besoin d'y aller par le chat. Question, non? Alors, est-ce que ça vous donne le goût de faire un tableau de bord? Oui, Dominique Martin dit oui. Bon. Excellent. En tout cas, moi, je vous le conseille très fortement parce que le sujet ici était, dans le fond, en fait, le colloque porte sur les données dans la culture. Et les données, c'est extrêmement important, je peux vous le dire, parce que j'ai travaillé là-dedans toute mon existence, ou presque. Et ça donne énormément d'informations, mais il faut l'organiser, la donnée. Et les tableaux de bord est un excellent moyen d'organiser les données ou le résultat de
de nos entreprises. OK. Alors, c'est quelque chose que je vous conseille très fortement, mais commencez tout petit. Hein. La première étape, c'est vraiment, il faut avoir des données bien organisées. Si vous n'avez pas de données bien organisées, c'est très difficile de faire un tableau de bord qui soit efficace. Yves, il y a une question qui est sur C'est sur le chat? personnalisé pour les éditeurs de magazines. Je prends pour acquis que c'est une question pour moi, celle-là. Oui. Dans Gaspard, notre façon de fonctionner, dans la BTLF, Memento et Gaspard, si un magazine, on fonctionne avec un ISBN. OK? Donc, il y a des magazines qui ont des ISBN. Si un ISBN et qui est en vente chez les différents détaillants, les libraires, ainsi de suite, oui, on est capable de voir le titre qui a été vendu. Donc, la question est, il peut être personnalisé pour les éditeurs de magazines en autant que les magazines que vous produisez ont un ISBN et est vendu là, en librairie ou dans la grande diffusion et ainsi de suite. Oui. Et ça, si vous voulez, vous pouvez me contacter là, si jamais vous voulez plus de détails. Là, on n'a pas notre adresse courriel nulle part, là, mais sur le site web de la BTLF, btlf.ca, vous pouvez vous trouver mon adresse courriel là, si jamais vous avez des questions spécifiques. Okay. Je vois dans le chat qu'il y a une question pour moi. La question est la suivante. Est-ce qu'il y a des types d'entreprises ou de contenus culturels qui ne s'adonnent pas bien au tableau de bord ou des limites à garder en tête? Ben, en fait, je vais un peu répéter ce que j'ai déjà dit. Pour moi, la construction d'un tableau de bord est beaucoup tributaire de la disponibilité de données. Hein? Donc, c'est en fait, dans le monde de la culture, il y a des données. En fait, des données, c'est rare qu'il y ait un domaine dans lequel il n'y en a pas du tout. Bon, ça peut arriver, mais on a toujours le moyen d'avoir des données. Quelqu'un me parlait que, je ne me souviens plus dans les formations qu'on donnait par rapport à, bon, je ne me souviens plus quel type d'événement, mais il disait, nous, on n'a pas de données sur nos clients, tout ça. Ce qu'on fait, c'est des sondages pour savoir si les gens sont satisfaits. Bien, c'est des données, ça. Il faut juste les organiser, il faut les rentrer dans un chiffrier, il faut les trier comme il faut, mettre des dates, mettre toutes sortes d'éléments, et là, vous l'avez, votre donnée. Alors, les données, ils sont là. Il faut juste les prendre et les organiser. Donc, essentiellement, je dirais qu'il y a très peu de limitations, très peu d'entreprises qui n'ont pas la possibilité de faire un tableau de bord. C'est juste que c'est un travail qui demande quand même une certaine réflexion avant, une certaine organisation, mais pour moi, il n'y a pas vraiment de limite là, en termes d'entreprise à créer un tableau de bord. Patrick? Oui, une question. ISSN ou ISBN? ISSN pour les magazines. C'est bien, oui, les magazines ont une ISSN, mais certains magazines ont aussi un ISBN. Et nous, on regarde les magazines qui ont aussi un ISBN. Donc, c'est ISBN le plus important, dans notre cas. Je regarde, je crois que j'ai une autre question. Est-ce que vous connaissez un outil semblable à Gaspard? Non, une autre. De mon côté, c'était plutôt un conseil sur la mise en place des tableaux de bord avec l'utilisation de Google Data Studio. Ça, c'est Eric. Eric, est-ce que c'est une question de quelqu'un, ça? Ou... Oui. Bonjour. Bonjour. Oui. Attendez, je vais mettre ma caméra. Bonjour. Oui, allô. Oui, en fait, c'était plus un conseil parce que moi, c'est vrai que j'utilise un outil qui s'appelle Google Data Studio Oui. pour la mise en place des rapports. Et je trouve que c'est plutôt simple d'utilisation, en tout cas pour des personnes qui sont débutants dans les tableaux de bord. Bien sûr, il faut suivre tous les conseils que vous êtes en train de donner lorsqu'on construit ce tableau de bord, parce que ça ne nous donne pas non plus les clés pour savoir le construire. Mais en tous les cas, voilà, je voulais juste en parler et donner d'autres noms. Oui. Parfois, les outils, c'est aussi un challenge en soi. De trouver Oui, tout à fait. L'apprentissage de l'outil est très important, mais je veux dire, vous pouvez aussi avoir recours à des spécialistes, hein, c'est-à-dire que vous êtes les maîtres du contenu, de ce que vous voulez voir. Ce n'est pas nécessairement à vous de construire le tableau de bord en termes de programmation ou d'experts, mais si vous avez très certainement un mot à dire sur le contenu. Et ça, je pense
que c'est l'élément premier. Les outils, il y en a de toutes sortes. Hein. Celui que je vous ai présenté tout à l'heure, je ne sais pas si je l'ai mentionné, c'est Tableau, qui est un outil de visualisation que j'aime beaucoup, 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 qui est très simple à utiliser et ça prend facilement, qui n'est pas trop cher non plus. Alors ça peut être un bon départ. Je sais qu'il y a Power BI aussi qui est beaucoup utilisé parce qu'il est dans la suite de Microsoft. Là. Bon, l'important, je dirais, ce serait qu'il faut que ce soit un outil qui permet de la visualisation. C'est ça le point le plus important, je dirais, que ça soit visuel. Parce que c'est essentiel. L'idée d'un tableau de bord, c'est que quiconque le regarde doit comprendre ce qu'il y a là-dedans. Il n'a pas à faire l'exercice de déchiffrer pendant 1 heure de temps avant de comprendre. Donc, pour ça, la visualisation est extrêmement importante. Et une autre question, c'est ce qui existe des outils semblables à Gaspard, mais pour l'industrie des salles de spectacle pluridisciplinaires? Je ne pense pas, je ne peux pas dire non, un non catégorique, mais a priori, non, je ne pense pas qu'il existe d'outils semblables. Ce serait bien. Oui, sûrement. Mais bon. non, pour Gaspard, pourriez ouvrir une nouvelle branche, Patrick, peut-être, dans votre organisation? Oui, c'est ça, une succursale, une deuxième branche pour les... L'idée, c'est d'avoir une organisation qui est vraiment capable de recueillir l'ensemble des données, les données de vente pour après ça les structurer. Là. Donc, avoir vraiment un point central qui joue ce rôle-là. Là. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Attendez, je vais voir. Oui, alors je vous mentionne qu'il y a un sondage à la fin qui va apparaître à l'écran avant de quitter. Donc, si vous pouvez, s'il vous plaît, ça nous aide beaucoup de connaître vos réactions pour le futur, pour savoir si nous sommes pertinents ou non, ou bon, quoi améliorer. Donc, ça, je vous invite à le remplir dès qu'il apparaîtra à la fin. Alors, je pense qu'il n'y a pas... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas dans le chat. Est-ce que ce n'est pas ce qu'est en train de faire Synapse avec Audience Finder? Je ne sais pas. Yves, es-tu au courant? Peut-être plus, et je ne sais pas si Éric est là. Éric pourrait plus répondre à ça, peut-être, parce qu'il est plus au courant. Éric, est-ce que tu peux... Éric, il n'est pas là. Oui, il est là. Rapidement, ben oui, des tableaux de bord, c'est effectivement ce qui est en train de s'articuler avec Audience Agency. Dans le fond, un tableau de bord web qui va rassembler l'ensemble d'informations issues de l'univers culturel. Donc, effectivement, c'est un type de tableau de bord qui va être effectué en dynamique, je dirais, en live. Merci. Voilà, bon. On va activer la fin de la conférence. Oui, bien, on est à 55, donc est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Ah, vous voyez le sondage apparaître. Bon, on voit nos notes en direct. Mais il y a juste une question. Comment ça marche? Oui, le sondage est clair avant de quitter. C'est bon, on va mettre fin à la session. OK. Mais est-ce qu'il y a un sondage plus... Non, il n'y a pas d'autre sondage. Hein, c'est juste... Non. OK. Bon, alors,
C'est On peut terminé? mettre fin à la session, il n'y a pas de problème. OK. Bon, ben merci, Éric. Merci. À la prochaine. Merci.